Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jean-Martin Colli, je suis sociologue. Au niveau professionnel, je suis directeur des études de l'Institut Mariste d'enseignement supérieur, où nous sommes en ce moment. Et je suis professeur associé au niveau du CESAC. Je suis aussi chercheur, enseignant au niveau de l'Université de Bordeaux 3. Et donc, l'immigration participe de mes spécialisations. Je travaille depuis 15 ans sur cette question-là. Et mon doctorat a porté sur les questions migratoires. Vous avez déjà visité le Mali? Oui, j'y suis allé une fois il y a très longtemps à Bamako, ça a été un court séjour. Et donc c'est un souvenir que j'ai, je ne peux pas dire que je connais le Mali, j'ai un souvenir du Mali. Ah, alors vos études sur les immigrations ne portaient pas sur les Maliens au Sénégal? J'ai travaillé sur le phénomène, ou bien le fait migratoire, à savoir sur la mobilité d'acteurs en situation de déplacement. Et donc la mobilité a deux résonances, parce qu'à l'époque j'étais en France. Il y a une résonance interne, qu'on appelle une résonance intra-africaine, parce que les migrations africaines sont rarement des migrations directes, Afrique-Europe. Il y a un passage africain qu'on néglige souvent. Et ensuite, j'ai travaillé sur les processus d'adaptation des migrants africains en France. Et donc, le processus africain, quand on l'étudie, on se rend compte que certaines populations sont traditionnellement concernées par ce qu'on appelle la migration. Et parmi les populations traditionnellement concernées par la migration, le Mali fait partie des pays les plus concernés par l'immigration vers l'Europe. Le Sénégal aussi est un pays traditionnellement concerné des migrations vers l'Europe. Donc ces deux publics-là, quand on étudie l'immigration, je peux dire qu'on les connaît à peu près forcément parce que ce sont les publics qui reviennent le plus souvent. Et donc dans les groupes identité nationale, il y a aussi des groupes plus ou moins identité ethnique. Et à ce niveau-là, ceux qu'on appelle les Saraholais, qu'on retrouve à la fois au Sénégal, en Mauritanie et au Mali, sont un groupe important de la migration, à la fois sénégalaise, à la fois mauritanienne et à la fois malienne. C'est la raison pour laquelle, quand on veut découper l'immigration en appartenance nationale, c'est un regard possible, mais il n'est pas suffisant. La vallée du fleuve Sénégal est un espace d'immigration depuis très longtemps. Il y a des raisons historiques explicatives que je pourrais vous transmettre, mais cette vallée-là est un espace de départ depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ah, alors c'est là-bas que les Maliens passaient pour venir au Sénégal, ou bien? Non, l'histoire Mali-Sénégal est une histoire quand même, qui est l'histoire des pays. Entre le Sénégal et le Mali, je crois que si vous avez un peu revisité vos cours d'histoire, avant que le Sénégal existe comme État, avant que le Mali existe comme État, il y avait ce qu'on appelle la Fédération du Mali. On disait bien du Mali. Ça veut dire que quand on dit Fédération du Mali, on est sur une évolution historique et politique de l'Empire mandingue. Et quand je dis l'évolution historique, c'est pour ça que j'aime bien citer les appartenances culturelles. Et quand on dit l'Empire mandingue, c'est l'Empire du mandingue. L'une des places fortes de l'Empire mandingue, c'était par exemple Tombouctou, c'était Gao. Et quand je cite ces deux villes, comme par hasard, elles sont au Mali. Donc il est tout à fait normal dans un espace empire et dans une fédération plus tard qui a échoué, qu'on retrouve dans les différents composants de l'espace des populations d'ici et d'ailleurs. Et donc c'est la première résonance de la présence malienne dans la territorialité sénégalaise actuelle. La deuxième résonance, c'est le chemin de fer, que vous connaissez très bien, celui qu'on appelle le Dakar-Bamako. On dit bien Dakar-Bamako. Et quand on met un lien de communication entre deux espaces, il est tout à fait normal, voire banal, que les populations appartenant à chaque espace se retrouvent ici ou là, pour des raisons qu'on peut identifier, les raisons économiques et commerciales. Ça peut aussi être des raisons de curiosité, à savoir dire, tiens, le train existe, pourquoi ne pas aller à Dakar aujourd'hui, voir ce qui s'y passe? Tiens, le train existe, pourquoi ne pas aller à Bamako, voir ce qui s'y passe? Parce que quand on dit présence malienne, il faut aussi dire présence sénégalaise. Ou bien? Oui. C'est un mouvement de va-et-vient. Donc le Dakar-Bamako a constitué un lien, et c'est très bien, entre les deux espaces, qui fait qu'il est tout à fait logique, dans une ville comme Thiès, d'y retrouver des Maliens par le lien de communication. Donc le lien de communication facilite le déplacement. Et comme l'immigration est un déplacement, si vous faites le processus, l'existence d'un moyen de déplacement de ville, donc vous dites c'est logique qu'il y ait des Maliens à Thiès. Ce sont ces deux histoires. Et à l'époque, nous étions vraiment dans la fédération et dans l'AOF. Donc les Maliens venaient travailler à Thiès, pour certains. On pourra expliquer plus tard pourquoi certains sont restés. Avez-vous déjà visité la ville de Thiès? Oui, j'y suis allé, comme je dirais tout bon Sénégalais. Je suis passé régulièrement, j'ai vu des amis, je suis allé. Et je constate que Thiès est une ville anciennement industrialisée, qui a eu une déperdition industrielle et qui est en train
essayer de retrouver un peu ce qu'on appelle un peu l'entente industrielle. Et donc Thiès a été traversée par cela. Et si Thiès est une ville industrielle, ça va expliquer pourquoi une ville va attirer des populations. Une ville attire des populations parce qu'elle a quelque chose à offrir. Et quand je dis ville industrielle, ça veut dire qu'elle a des industries sur place. Et qui dit industrie dit quoi? Il travaille. Donc elle va attirer des gens, ne serait-ce que pour venir travailler dans un espace à l'époque industrialisée. Le chemin de fer a été un élément contributif de l'essor et de l'explosion industrielle de Thiès. Et aujourd'hui, Thiès se reconvertit dans d'autres secteurs. Connaissez-vous des plats typiquement maliens? Oui, j'en parlais hier avec votre responsable. On a quelques idées de plats maliens, mais il faut bien le comprendre. Quand on dit plats maliens, ils n'appartiennent pas qu'au Mali. Le plat qu'on repère le plus au Sénégal, c'est le mafé. Bon, les Maliens, si vous leur posez la question, j'en ai discuté hier, ils vous disent que le yassa poulet vient de chez eux. Si on interroge les Sénégalais, ils vous disent que aussi le yassa poulet vient du Sénégal. D'où est-ce qu'il vient? Grande question, mais c'est un plat qu'ils consomment énormément. Il y a un autre plat que je connais un peu qu'on appelle le bororé, je ne sais pas si vous connaissez, oui. À base de feuilles de manioc. Donc, on le retrouve dans l'espace malien. Moi, je vous dirais, si on va dans des zones où on retrouve aussi les feuilles de manioc, on a le même plat. Par exemple, en Casamance, on le fait de manière différente. On y rajoute juste à la place des Maliens de l'huile de palme. Et ça vous donne le plat qu'on appelle le edoye chez les Diola. Et donc, oui, il y a des plats qu'on peut identifier comme étant des plats maliens, à savoir des plats consommés au Mali de manière primordiale et importante par les populations maliennes. Mais attention d'en faire une exclusivité malienne, parce qu'ils sont un peu consommés dans toute la sous-région. Les Guinéens mangent beaucoup de mafé, contrairement à ce que vous pensez, les Sénégalais en consomment beaucoup. Donc le mafé appartient à quel espace? Il appartient à la sous-région, pas au Mali. Que pouvez-vous nous dire sur l'histoire des tissus entre le Mali et le Sénégal? Oui, il y a plusieurs connexions sur les tissus par rapport au Sénégal. Il y a le Mali, je terminerai par là, mais n'oublions pas qu'avec le tissu, on a une histoire de proximité avec un autre espace qui est à côté, qui est la Gambie, qui nous fournit beaucoup de tissus à l'époque. On a une histoire aussi pour fournir des tissus avec le Bénin, avec le Togo et avec le Nigeria. Vous savez pourquoi? Ce sont les pays où l'on fabriquait anciennement du tissu, jusqu'à ce que le Sénégal se dote d'une industrie de fabrication de tissus. Vous étiez peut-être jeune, qu'on appelait la Sotiba Saint-Afrique. C'était sur la route de Rufisque. C'était une usine qui fabriquait du tissu, du wax par exemple, du batik. Et donc, nous avons eu des liens avec ces espaces-là, jusqu'à ce que la Sotiba tombe un peu en faillite. Donc la Sotiba a perdu de sa prééminence. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on va chercher du tissu au Mali